Alors, je vous répète que les chiffres, on en fait ce qu'on en veut. Alfred Sauvy, qui était le plus grand démographe français. Ah ouais, alors ça c'est extraordinaire. J'adore le name dropping. Non. Vous avez, Je cite, je ne vais pas l'inventer, vous allez me dire où sont vos sources. Alors quand je ne mets rien, c'est où sont vos sources. Quand je cite quelqu'un, c'est du name dropping. Je ne demande pas des citations, je demande des faits. Savoir. Laissez-le parler. Le plus grand démographe français disait « Les chiffres sont des petits êtres fragiles une citation. qui, si on les torture, font dire n'importe ce que vous voulez. » Il y a un auteur anglais qui a dit... Moi, je vais vous dire quelque chose. Ce que vous utilisez, ça s'appelle l'argument d'autorité. Et Schopenhauer disait que ceux qui passent leur temps à citer d'autres auteurs sont ceux qui ont une méconnaissance totale du sujet dont ils parlent. Eh ben voyons. Castoriadis parlait magnifiquement de la montée de l'insignifiance. Et il est vrai que le mépris du passé entretient cette insignifiance parce que quand on n'a plus de passé derrière soi, on n'a plus non plus d'ossature, on s'effondre, on s'avachit complètement. Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, l'émission qui dépoussière les clichés de la philosophie. Je cite dans un de mes articles du Figaro une longue phrase du général de Gaulle qui dit « Il faut arrêter de se cacher les yeux. C'est bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français bruns, des Français noirs, parce que ça prouve que la France est ouverte sur l'universel. Mais la France est un pays catholique, de race blanche et de culture gréco-latine. Sinon, ce n'est plus la France. » Épisode 2, citation et cogito. Y a pas à dire, les citations, ça fait toujours bien. Que ce soit dans une discussion mondaine, un débat ou même une copie de philosophie, bim, citation et ça en jette. En plus de montrer qu'on a de la culture, on se met dans la poche un intellectuel célèbre qui semble prendre notre parti grâce à une phrase sur mesure et indiscutable. La citation, c'est le renfort rhétorique par excellence. Et cela a de bon qu'en plus de voir votre opinion soutenue par une star de l'histoire des idées, elle coupe souvent au débat de par son aspect sentencieux et irrévocable. Et c'est par là qu'on entre dans l'un des plus grands malentendus de la philosophie. Beaucoup pensent à tort que la philosophie ça se fait à grands coups de punchline, de traits d'esprit et de citations, comme si elle se suffisait à elle-même, nous faisant ainsi faire l'économie d'une argumentation en bonne et due forme. Sauf que non, en philosophie, pardon, même en général, quand tu cites, il faut pouvoir expliquer, contextualiser, développer à partir de sa citation. Parce que la citation, elle ne se suffit jamais à elle-même. Une citation toute seule, à part le style, n'apporte absolument rien. Tout le monde peut apprendre une citation, c'est juste un travail de mémorisation. Tenez, même certains animaux comme les perroquets sont capables de retenir des phrases. Par contre, être capable de faire le lien avec son propre discours, l'expliquer, ça demande un peu plus d'effort. C'est bien d'apprendre une citation, d'être capable de citer un auteur ou un grand homme, mais le plus important, c'est de comprendre ce qu'on dit, et de faire le lien avec ce que l'on dit. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Dans quel contexte? Dans quelle démarche? Qu'est-ce qu'il disait avant? Et après? Quelle est la finalité de son discours? Parce que le danger d'une citation, c'est de faire simplement dire à l'auteur ce que l'on veut pour soutenir son propre discours, et non rendre compte de ce qu'a véritablement voulu dire l'auteur. De là naissent souvent des confusions, contresens et approximations. Et parfois, on le fait de manière volontaire. Prenons un exemple de citation connue. On connaît surtout la philosophie de Thomas Hobbes à travers cette citation. L'homme est un loup pour l'homme. Ça c'est de la punchline. En une phrase, on a l'expression d'une nature humaine agressive et sombre, où chacun est un prédateur pour chacun. On a une vision de la nature humaine pessimiste et sans concession, ce qui va d'ailleurs de pair avec la théorie de l'état de nature que Hobbes développe dans le Léviathan, ou on s'arrête, il y a erreur. Souvent, on étudie exclusivement le Léviathan, qui est l'œuvre maîtresse de Hobbes, au point où on oublie que cette citation n'est pas dans le Léviathan. Par contre, il développe un état de nature qui peut sembler correspondre à cette citation. Du coup, on associe cette citation au Léviathan alors que c'est faux. Cette citation, on la trouve dans le De Quive, appelé en français du citoyen. Et ce n'est absolument pas pour parler de l'état de nature. La philosophie de Hobbes
beaucoup plus subtil et complexe que ce simple « l'homme est un loup pour l'homme » ne peut se résumer à cette phrase et à la vision pessimiste et violente de l'homme qu'elle sous-entend. Enfin, cette citation n'est pas de Hobbes, mais se trouve être une simple reprise de l'auteur latin Plaute. Mais bon, on va pas s'embarrasser avec les détails. Ce que j'essaye de dire dans cette intro un peu trop longue, c'est que connaître un auteur par quelques citations, c'est le meilleur moyen de ne pas le connaître. Et pire, mal le connaître. Car le sens initial de ce qui est dit est perdu, transformé ou tordu. Il ne manque plus que l'on s'en serve n'importe comment, et là c'est la fête. On ne sait plus du tout où on en est, à part qu'on a balancé une citation, et que c'est classe. Si parmi la foultitude de citations existantes, je devais m'attaquer qu'à un seul cas, c'est celui de ce pauvre Descartes et de son « je pense donc je suis ». Quand tu as un an de philosophie, même en travaillant et en écoutant le moins possible, trop occupé à inspecter l'Instagram de Jennifer, à discuter du dernier match de Guingamp ou à simplement pioter, il y a de grandes chances que vous ayez au moins retenu une citation parmi tous vos cours. Je pense, donc je suis. Ou cogito ergo sum si vous voulez vous la péter avec du latin. Tout le monde connaît cette citation. Elle est même tellement connue qu'il y a des chances que vous la connaissiez avant même d'entrer dans votre première classe de philosophie. Et si je veux vous parler de cette citation, c'est que malheureusement, très peu la comprennent et beaucoup la mettent à toutes les sauces. Ketchup, mayo, béarnaise, sauce blanche algérienne, quand tu es prof, t'es sûr de la trouver absolument partout et n'importe comment. Au point où même parfois, on a l'impression que rien que le fait d'énoncer le cogito semble être un argument suffisant et imparable tout en étant accompagné de l'espoir que cela donne l'impression d'avoir travaillé un minimum durant l'année. Alors ce qui va suivre concerne uniquement les actuelles ou futures terminales. Quand vous avez une année entière de cours de philosophie, 288 heures environ pour les L, 144 pour les ES et 108 pour les S, et que la seule chose que vous êtes capable de mettre dans une copie c'est le cogito de Descartes, on risque de pas vous applaudir. Si vous vous attendez à ce que l'on vous félicite d'avoir eu une phrase et un nom d'auteur dans l'année parmi les vingtaines, les trentaines de thèses étudiées et la cinquantaine d'auteurs, pardon, c'est un peu une marque d'absence de travail, voire même d'incompétence. Vous me trouvez peut-être dur, mais je vous renvoie à mon premier épisode sur la philo, ça se travaille. Donc, mettre le cogito, ça suffit pas. Et surtout, s'il n'y a que le cogito, alors là, ça ne sert strictement à rien. Voilà, on peut continuer et reprendre le fil de notre actualité sur le cogito. Bon, et alors, ce cogito, ça veut dire quoi alors ? La première grosse erreur est d'en faire une citation traitant de la conscience, notamment de la conscience réfléchie. Alors c'est vrai que beaucoup de manuels, voire certains professeurs, ont tendance à exposer cette thèse dans la partie traitant de la conscience. Je le fais moi-même d'ailleurs. Mais il faut entendre les subtilités qui accompagnent l'exposé fait sur le cogito et qui souvent est oublié. Je pense donc je suis signifie que la pensée, quelle qu'elle soit, implique une réflexivité sur le fait que l'on existe. Pour être plus précis, toute conscience de notre pensée renvoie nécessairement à une conscience de notre propre existence, et ce de manière indiscutable. Si je pense et que j'ai conscience que je pense, cela implique que j'existe, car le fait que je pense implique nécessairement qu'il existe quelque chose qui a cette pensée, c'est-à-dire moi. Donc oui, on peut dire que le cogito, c'est la conscience réfléchie de notre existence, à travers la conscience de notre pensée. J'ai conscience que je pense, il faut bien que ce qui pense existe, donc j'ai conscience que j'existe. Mais à part le fait que l'on existe, qu'est-ce que cela dit de nous ? Rien. À part qu'on existe et qu'on est une chose qui pense, cela n'apporte absolument rien à la conscience que nous avons de nous-mêmes. Alors oui, avoir conscience que l'on existe, c'est déjà pas mal, mais c'est une conscience réfléchie minimale. Or, ce que l'on nomme conscience réfléchie, c'est la capacité que l'on a de se connaître soi-même, à cerner sa propre identité, à cerner ses propres états d'esprit, ses souvenirs, à se constituer en tant que soi. Or, savoir que l'on existe ne permet pas de dire grand-chose de nous. Donc, non. Le cogito permet de penser une connaissance réfléchie minimale de soi, c'est-à-dire savoir qu'on existe et c'est tout. Donc, on fait erreur lorsqu'on utilise le cogito pour nous parler de la conscience réfléchie en général. Par exemple, dans une copie, si je veux parler de la conscience réfléchie, j'ai pas très intérêt à parler de Descartes et de son cogito, parce que ce que je vais dire c'est faux, et que j'essaye de plier absolument la thèse à ce que je veux. On élargit et on détourne ce que voulait dire la citation. Mais je vais aller plus loin dans les précisions. Cette idée d'une conscience réfléchie minimale de notre existence à travers le « je pense donc je suis » n'est qu'une interprétation de la citation qui est détournée du véritable propos de Descartes. Car le cogito
n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec une réflexion sur la conscience. Tout cela fait partie d'une réflexion sur la vérité et la certitude. La première énonciation de la fameuse formule se trouve chez Descartes dans la 4e partie du discours de la méthode. Œuvre écrite en français, Descartes va tenter de refonder l'ensemble des sciences qui, selon lui, reposent jusqu'à présent sur des fondations construites sur du sable. Bref, c'est pas très solide. Il faut y voir ici une critique de la scolastique qui est la philosophie théologique qui gouverne les sciences depuis le Moyen-Âge et le XIIIe siècle. Pour Descartes, il faut construire la science à partir de vérités certaines et indiscutables, à partir desquelles on va pouvoir tout reconstruire de manière solide et rigoureuse. Il ajoutera d'ailleurs que cette recherche de vérité certaine et première va permettre de reconstruire à partir d'un modèle mathématique, c'est-à-dire hypothético-déductif. Il va alors, pour trouver ces vérités, décider d'appliquer un doute méthodique et hyperbolique. Méthodique car ce doute va s'appliquer de manière organisée sur l'ensemble des connaissances, sans en exclure aucune. On va passer en revue l'ensemble des sources et des domaines de la connaissance pour voir si cela résiste au doute. Hyperbolique, car le doute va être exagéré. On va partir du principe que s'il y a ne serait-ce qu'un motif de douter, eh bien on va exclure cette source ou ce domaine de manière définitive. Ce que recherche Descartes, ce sont des connaissances certaines et indubitables. Alors pour éviter une petite erreur, ce doute-là, bien sûr, il est temporaire. On est simplement dans la recherche des vérités premières et certaines. Après, il y aura toute une entreprise pour balayer ce doute et ne plus en parler. C'est-à-dire que ce doute, il est temporaire. Alors, pour la faire courte, dans le discours de la méthode, on va exclure la perception sous prétexte que les sens peuvent nous tromper quelquefois, on va exclure la raison car les hommes peuvent faire des erreurs de raisonnement, et on va même exclure la notion de réalité parce que parfois on est capable de ne pas faire la différence entre le rêve et la réalité. Ce qui revient à affirmer que tout est potentiellement faux et illusoire. Donc, à partir du moment où la totalité de la réalité est remise en cause, comment on peut cerner ne serait-ce qu'une vérité ? Même la vérité du fait que l'on ait un corps est remise en doute. Si ça se trouve, je n'ai pas de corps, ceci n'est qu'une illusion. Et Descartes va tirer la conclusion suivante. Même si tout est absolument faux ou illusoire, il faut bien que je doute. Parce que si je suis arrivé là, c'est que j'ai douté. Or, le fait de douter implique un acte de pensée qui, nécessairement, implique qu'il y ait quelque chose qui pense, qui doute. Donc qu'il y ait quelque chose qui existe. On en vient donc à la première des vérités, certaine et indiscutable, celle à partir de laquelle Descartes veut rebâtir la totalité des sciences. Je pense, donc je suis. Formulée en français dans le discours de la méthode, car le discours de la méthode est écrit en français, cette phrase possède avant tout un statut épistémologique comme première vérité certaine. Ce n'est pas la conscience de soi qui intéresse Descartes, mais le fait que l'on puisse ainsi affirmer une vérité qui résiste au doute hyperbolique. Et cette vérité, c'est qu'on est une chose qui pense. Alors, il reprend l'idée dans son œuvre suivante, les méditations métaphysiques. Si le parcours du doute hyperbolique est beaucoup plus détaillé et précis, allant jusqu'à douter des vérités mathématiques, on arrive à une conclusion similaire, mais cette fois-ci formulée de manière un peu différente. Je pense, j'existe. Comme on peut le voir, la formulation change. Donc, ne dites jamais que « je pense donc je suis » est tiré des méditations parce que c'est faux. Si la formulation change, c'est que Descartes souhaite supprimer le « donc » qui donnait au cogito la forme d'un raisonnement logique pour le formuler comme une intuition. Il souhaite éviter d'avoir un syllogisme du type « tout ce qui pense existe, or je pense donc j'existe ». Pour lui, il y a une simultanéité dans la formule, et non la forme d'une conséquence. Ce n'est pas parce que l'on pense que l'on existe, mais le fait de penser implique nécessairement et de manière contiguë et immédiate l'existence. La formulation des méditations est beaucoup plus proche de ce que souhaite Descartes tout en restant une vérité première à partir de laquelle on va pouvoir refonder toute connaissance. Alors, j'ajouterai que cette fois-ci les méditations sont écrites en latin et que la formulation latine c'est cogito sum. Il n'y a pas de donc. Voilà. Donc, non, il n'a pas dit cogito ergo sum dans les méditations métaphysiques. C'est dans les principes de la philosophie, eux aussi écrits en latin, que la fameuse formule
va apparaître en latin, sous la forme que l'on connaît, cogito ergo sum. Encore une fois, on retrouve un peu le même raisonnement avec l'idée que le cogito va servir de vérité première. À travers le résumé très rapide de l'histoire du cogito, on voit bien qu'il s'agit avant tout d'une formule ayant un statut épistémologique qui doit être remise dans son contexte, à la fois comme résultat du doute méthodique, mais aussi comme base d'un nouveau système de connaissances. Nier la dimension épistémologique du cogito et le ramener à une simple histoire de conscience parce que c'est beaucoup plus simple, ce n'est pas le comprendre, c'est tomber dans l'erreur. Et quand je vois des copies qui essaient de le caler à tout prix, même dans des copies sur l'art parce qu'il faut bien mettre quelque chose, bah ça m'énerve. Il ne suffit pas d'apprendre une citation, il faut la comprendre. Il faut être capable de la restituer dans l'œuvre de l'auteur. Il faut être aussi capable de se la réapproprier sans la trahir. D'ailleurs, avoir un savoir encyclopédique, ça ne sert à rien si on ne comprend pas ce que l'on connaît. Donc la prochaine fois que vous entendez quelqu'un vous sortir une citation, ne vous laissez pas démonter, ne vous laissez pas impressionner par cet étalage de culture, et demandez-vous si la personne comprend réellement ce qu'elle est en train de dire, et si elle n'est pas à poil malhonnête. Merci à tous pour votre écoute. Donc là, on a attaqué un sujet un peu plus technique, de toute façon on va commencer à attaquer les sujets techniques. Pour l'épisode 3, il y aura une grosse surprise, je vous laisse un peu le suspense. Je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous écoutez, et ciao!